Bon, bonjour tout le monde. Très contente de vous, entre guillemets, revoir, puisque je vois qu'une partie d'entre vous, mais je pense que je peux voir en cliquant là-dessus. Bon, enfin, je vous imagine si je ne vous vois pas trop. Alors donc, comme je l'ai indiqué, nous allons aujourd'hui faire une séance consacrée à Albert Cohen, et en particulier à son roman Solal. Comme la dernière fois, je vais... Alors, aussi bien pour Elie Wiesel que pour Albert Cohen, il n'y a aucun problème pour dire que ce sont des auteurs qui appartiennent à la littérature juive. On verra que avec des auteurs dans les prochaines séances ou d'ici quelques semaines, qu'il y a des auteurs pour lesquels c'est plus problématique de savoir s'ils sont ou non partie prenante de la littérature juive. Il faudra qu'on réfléchisse à la définition, qu'est-ce que c'est que la littérature juive, qu'est-ce que c'est qu'un écrivain juif. Évidemment, tout le monde sait ce que c'est qu'un juif, mais dans quelles conditions, à quelles conditions peut-on dire qu'un auteur est partie prenante de la littérature juive? Pour Albert Cohen, comme pour Elie Wiesel, il n'y a pas d'ambiguïté possible. On ne va pas maintenant parler des critères pour appartenir à la littérature juive. Je vais, comme la dernière fois, faire un petit exposé très rapide sur l'auteur lui-même, sur ses œuvres, avant d'aborder le roman et le passage que vous avez déjà sur votre écran, sur lequel nous allons travailler. Donc, Albert Cohen est né à Corfou, en Grèce, en 1895, et il est mort en 1981 à Genève. À l'âge de 5 ans, il a quitté Corfou avec sa famille à la suite d'un pogrom qui a eu lieu à Corfou, et un pogrom qu'il va évoquer dans plusieurs de ses livres, entre autres dans le livre de ma mère, mais aussi dans Solal, de manière un peu indirecte, mais on sent bien que ça a été un événement marquant pour lui. Un autre événement marquant, c'est à Marseille même, à l'âge de 10 ans, il a été traité de youpin sur la Canebière et il a eu un véritable choc. Il a couru jusqu'à la gare Saint-Charles et à défaut de pouvoir s'échapper, s'enfuir, il s'est caché dans les toilettes de la gare. Et là aussi, c'est quelque chose qu'il a raconté à plusieurs reprises, ce contact avec l'antisémitisme, un thème d'ailleurs, le thème de l'antisémitisme qui traverse lui aussi son œuvre et qui apparaît aussi, entre autres choses, dans Solal. Il s'est lié d'amitié avec Marcel Pagnol à Marseille et très très rapidement, donc pendant la Première Guerre mondiale, il était en Suisse, à Genève, où il a commencé il a fait des études de droit, il a fait ensuite des études de lettres. Il s'est marié une première fois, c'est un homme qui a été marié 3 fois. Il a épousé sa première femme, dont il a eu une fille, mais rapidement, sa femme est décédée d'un cancer. Ensuite, il est devenu fonctionnaire entre 1926 et 1931, fonctionnaire à Genève dans une division diplomatique du Bureau international du travail, donc c'est un nom un peu ronflant. Et là, il s'est marié avec sa deuxième femme, Marianne Goss, mariage qui n'a pas duré très longtemps, qui a été suivi d'un divorce. Il a été ensuite, pendant la guerre, militant sioniste. Il a eu des fonctions qui lui ont été confiées par l'agence juive, de prendre des contacts avec les gouvernements concernant essentiellement les réfugiés, le sauvetage des Juifs, mais aussi la future création de l'État d'Israël. En 1944, il démissionne de ce poste et il épouse, un an auparavant, il a épousé sa troisième femme, Bella Berkovitch. Les 2 précédentes étaient des femmes chrétiennes et celle-ci est une femme juive. C'est celle avec qui il va rester jusqu'à la fin de sa vie et qui va d'ailleurs contribuer à l'édition de ses œuvres après la mort d'Albert Cohen.
Il a, dans les années 44 à 46, il est conseiller juridique au comité intergouvernemental des réfugiés et c'est lui qui élabore un accord en 1946 sur le statut et la protection des réfugiés. Il a ensuite été directeur d'un organisme à l'ONU. Il a refusé en 1957 le poste d'ambassadeur d'Israël parce qu'il voulait se consacrer à l'écriture. Et là, je vais très vite. Il a été dans les années 70 extrêmement dépressif, attendant la mort, qui n'est pas venue. Et à la fin des années 70, jusqu'à sa mort, il a pour la première fois accepté de répondre à des interviews et d'être propulsé sur le devant de la scène. Ses œuvres, elles sont relativement peu nombreuses. Il a commencé en 1921, donc il avait 26 ans, par un recueil de poèmes, et ça n'est pas indifférent ni anodin de savoir que ce recueil de poèmes portait le titre de Paroles juives, au pluriel. Et en effet, le judaïsme va être très, très au centre de son œuvre, même si c'est sous une forme différente de celle que l'on pourrait attendre. On en parlera tout à l'heure. Les œuvres que vous connaissez, dont vous connaissez les noms et que vous avez probablement aussi au moins partiellement lues, qui ont fait sa renommée, sa notoriété, ce sont d'abord Solal, celui dont nous allons nous occuper, paru déjà en 1930, c'est-à-dire il y a déjà 90 ans. Donc Solal, Mange-Clou ensuite, 8 ans plus tard, 1938, Le livre de ma mère, 1954, qui a un statut un petit peu à part, Ézéchiel, qui est une pièce de théâtre en 1956, son livre majeur, en tout cas celui qui lui a vraiment valu une renommée internationale, c'est Belle du Seigneur, paru en 1968 et qui lui a valu le Grand Prix du roman de l'Académie française. C'est même ce roman-là qui lui a valu d'entrer dans la Pléiade, beaucoup plus tard évidemment, honneur insigne d'entrer dans la Pléiade. Arrive ensuite Les Valeureux, 1969, Ô vous, frères humains, en 1972, et le dernier titre, le dernier ouvrage publié de son vivant, Les Carnets, en 1979. Parmi ses œuvres, plusieurs sont des romans, les plus connus, Solal, Mange-Clou, Belle du Seigneur, Les Valeureux. D'autres sont des récits plus autobiographiques, comme par exemple Le livre de ma mère. Le livre de ma mère, je vais en dire juste un petit mot parce qu'on va le retrouver indirectement dans la page que nous allons lire de Solal. Le livre de ma mère, comme son nom semble l'indiquer, est un livre à la gloire de sa mère. Un livre qui m'est à moi personnellement insupportable. C'est très personnel ce que je vous dis là, parce que c'est tellement pétri d'une admiration totale, absolue pour sa mère, de compliments, d'éloges absolument dithyrambiques, qu'on ne peut que être dubitatif sur, comment dirais-je, sur sa capacité à se séparer, à se couper de sa mère. Et en effet, Albert Cohen a une vie extrêmement désordonnée, disons, par rapport aux femmes, mais aussi il a été extrêmement misogyne. Cette misogynie, elle apparaît elle aussi dans ses différents livres, dans Solal entre autres. Si j'ai le temps, je vous lirai l'une ou l'autre phrase qui le montre. Une misogynie vraiment pathologique, si j'ose dire. Et à titre, je vais juste vous lire des réflexions qu'il a faites publiquement sur des femmes connues et qui montrent cette, comment dirais-je, cette dimension misogyne un peu extrême d'Albert Cohen. Dans les interviews et dans les passages publics à la télévision qu'il a accepté de faire dans les dernières années de sa vie, voici par exemple ce qu'il a dit de Marguerite Yourcenar. Vous connaissez Marguerite Yourcenar, auteur entre autres des magnifiques mémoires d'Adrien. Voilà ce qu'il dit de Marguerite Yourcenar. Comment est-il possible qu'une femme si grosse,
si laide, si grasse, puisse écrire. C'est particulier quand même comme façon d'apprécier, d'abord de mettre en relation le physique d'une femme, et vous allez voir, on reviendra à cette question du physique, donc le physique d'une femme, d'un auteur reconnu, avec sa capacité à écrire qu'il met en doute. Et concernant, c'est presque encore pire, concernant Marie Curie, que tout le monde connaît, dont tout le monde connaît les découvertes cruciales, Marie Curie, à son avis, n'a rien découvert. Ces découvertes, dit-il, je cite, sont l'œuvre de son mari, voyons. J'en suis sûre. Pas elle. Elle était si sèche. Donc voilà, ce sont des jugements qui sont tout à fait irrationnels, bien sûr, mais qui donnent la mesure de la relation très particulière et très difficile qu'il a eu avec les femmes. Alors, j'ai juste ajouté une petite chose. On verra combien sa relation avec les femmes a été conflictuelle, à la fois dans son œuvre et probablement dans sa vie également. Les femmes sont quelque part les rédemptrices, celles qui permettent d'accéder au salut, mais en même temps, ce sont des démons. Et ce sont des démons, et ça aussi on le retrouvera dans le passage que nous allons lire tout à l'heure, en particulier parce que tant qu'elles ne sont que des êtres d'esprit, donc des êtres qui ont partie liée avec la mère, tant que leur corps n'entre pas dans le paysage, elles sont des êtres sublimes, éblouissants. Et dès qu'il est question de leur corps, et dès qu'il est question de vie sexuelle, il y a un dégoût, il exprime un réel dégoût pour tout ce qui tourne autour du corps. Voilà, alors j'en ai fini avec l'auteur, j'en ai fini façon de parler, bien sûr. Je vais donner quelques indications sur le roman lui-même, sur Solal. Très rapidement un résumé, mais le résumé sera vite fait parce que dans Solal, il est question d'un jeune juif, Solal justement, de la famille des Solal, Solal des Solal. Ce jeune juif a 13 ans au début du roman. Il est le fils du grand rabbin de Céphalonie. L'action se passe en Céphalonie, c'est une île grecque, une île ionienne. Et à 13 ans, donc au moment précisément où il est question de sa bar mitzvah, de son accession à la majorité religieuse, eh bien, il tombe amoureux de la femme du consul de France, Adrienne de Valdonne. Une femme bien sûr chrétienne, plus âgée que lui, et il en tombe amoureux, et lorsqu'il a 16 ans, il la séduit, elle se laisse séduire, et il s'enfuit avec elle à Florence. Florence, qui a été l'endroit où auparavant elle était partie en vacances avec son mari. Donc, il va avec elle à Florence. Il est ensuite recherché par son oncle Saltiel et il aboutit en France où il va poursuivre ses études. À 21 ans, il est à Genève. Vous voyez que le parcours de Solal a des analogies avec le parcours d'Albert Cohen lui-même. À 21 ans, il est à Genève et il n'a pas oublié cette femme. Il se met à sa recherche et il la soumet à son amour. J'ai choisi exprès ce mot. Il va faire en sorte qu'elle se laisse à nouveau séduire. Et ensuite, il se lasse d'elle. Il va tomber amoureux d'une autre jeune femme qui est la future belle-sœur d'Adrienne, quelqu'un de l'entourage d'Adrienne, qui s'appelle donc Aude de Mossane, et qui est aussi la fille du Premier ministre français. Il obtient le succès sur toute la ligne, dans la mesure où il obtient et la main d'Aude de Mossane, qu'il va donc épouser, et un ministère qui lui est octroyé par son beau-père. A-t-il réussi? Est-il content? Est-il heureux? Dans la dernière partie du roman, il va essayer de gagner sa femme Aude à manifester de la sympathie pour ses coreligionnaires. Et il va aménager les caves d'un château qu'il possède aux environs de Paris et où il va loger, accueillir une partie de la population de l'île de Céphalonie. Mais Aude ne s'acclimate pas, ne s'habitue pas. Pour elle, ces gens restent des étrangers.
et le mariage va donc se rompre. Elle va le quitter, elle va même le frapper parce qu'à un moment où il essaye de la reconquérir, elle ne veut absolument plus rien entendre, elle va le frapper. Et à la fin du roman, de façon très très étrange, donc il est en perte totale de tout ce qu'il avait obtenu, il a perdu son ministère, il est répudié par l'État français et il va, dans les dernières pages du roman, mettre fin à ses jours dans une scène extrêmement à la limite du romantique et du fantastique. Il va se donner un coup de poignard en tenant dans les bras son petit garçon qu'il a enlevé provisoirement. Et voilà que dans la fin du roman, tout d'un coup, de façon comme par une pirouette, par une résurrection miraculeuse, qui n'est pas sans faire penser aussi à la résurrection du Christ, il va tout d'un coup ressurgir, ressortir de la mort et ressusciter dans un environnement solaire, environné de soleil, un peu comme le phénix de la mythologie antique. Donc voilà pour le résumé très très rapide de ce roman. Le texte que j'ai choisi, que vous avez sur l'écran, se trouve au début du chapitre 4. Ce chapitre 4, avant de procéder à la lecture, j'en dis quand même deux mots. C'est le chapitre qui va finir la première partie du roman et c'est le chapitre qui est celui au cours duquel Solal va monter à la conquête d'Adrienne. C'est un chapitre qu'on pourrait qualifier d'initiatique. Dans ce chapitre, donc, Solal va concrétiser la conquête d'Adrienne. Nous n'allons lire que les 2 pages que vous avez devant vous, mais 2 mots quand même sur la construction et sur le rôle, la fonction de ce chapitre. Il y a 3 parties dans ce chapitre. Dans la première partie, vous avez ce que j'ai appelé la première tentative de conquête d'Adrienne, qui va se solder par un échec provisoire. Dans la deuxième partie, vous avez la reconquête effective, qui va, elle, se solder par le triomphe. Et le mot triomphe est utilisé. Solal est vainqueur dans cette lutte, dans cette guerre qui l'oppose à Adrienne et dans laquelle il va la vaincre, il va être victorieux. Et dans la troisième partie, donc la deuxième partie, c'est donc la reconquête, il y a la deuxième chevauchée, il y a de nouveau une chevauchée, et c'est la troisième partie, excusez-moi, j'ai tout fait une petite erreur, c'est la troisième partie du chapitre qui va voir la victoire, le triomphe, et le chapitre se termine sur la vie qui commence, sur cette notation triomphale de la vie qui commence. Je vous lis la dernière phrase du chapitre. Solal leva les mains et salua sa vie aventureuse qui commençait avec le lever du Seigneur d'Orient. Vous voyez que le nom de Solal lui-même a un rapport avec le soleil, au moins phonétiquement, et le soleil, dans les moments de victoire et de triomphe, le soleil est éclatant, triomphant lui aussi, et il environne Solal. Je vous lis aussi les dernières phrases du roman, donc ceux qui saluent, les dernières phrases qui saluent la résurrection du personnage, du héros. Le soleil illuminait les larmes du Seigneur ensanglanté au sourire rebelle. Ensanglanté parce qu'il venait de se donner un coup de couteau. Au ciel, un oiseau royal éployait son vol, Solal chevauchait et il regardait le soleil face à face. Je vais donc lire le texte que j'ai choisi, si vous le voulez bien. Les paupières de l'Éternel ont battu 3 fois, et 3 ans ont passé. Le cheval blanc gravit la montée des jasmins. Le cavalier de 16 ans affile son nez qui fait un promontoire solide dans la face mate et allongée. Il sait maintenant pour quelle raison
père lui a demandé d'aller moins souvent la voir. Le consul est venu parler il y a quelques jours au vieux et a exprimé le désir de voir le jeune homme espacer ses visites. Imbécile! C'est 3 ans auparavant que le Valdon aurait dû agir. Espacer! Quel mal ont-ils fait? Évidemment, au début, il y a eu un amour d'enfant qui a vite disparu. Il la respecte. Elle est sa protectrice, son amie. Elle dit qu'il est son grand-fils, qu'elle se sent si âgée auprès de lui. Âgée, non. Elle a 26 ans et elle est si belle. Mais, évidemment, il ne l'aime pas. Il se sent bien auprès d'elle et il ne désire rien d'autre. Espacé. Il s'expliquera avec lui. Heureusement que Michael a parlé. Voilà pourquoi il n'a plus de nouvelles d'elle depuis 8 jours. Pauvre, comme elle doit souffrir. Si le Valdon savait comme c'est beau entre eux. Sur un point, elle est même sévère avec lui. Elle lui défend de se lier avec d'autres femmes. Elle méprise les femmes. Elle était furieuse le jour où il lui a raconté qu'il avait lancé une fleur à l'anglaise. Jalousie? Non, puisqu'elle lui destine une fiancée. Elle lui a même montré la photographie d'Aude de Mossane, la petite fille au ballon. Quelle tête ferait le rabbin? Elle ne lui plaît pas du tout, cette Aude. Va te faire espacer toi-même, imbécile Valdon, avec tes yeux qui sillent. Tous ont senti l'affection filiale qu'il a pour elle. Son père, si soupçonneux, l'a laissé aller, évidemment sans enthousiasme. Il est vrai que jusqu'à présent, tous ont cru qu'il voyait surtout l'homme. Il a tout de même été hypocrite avec ce Valdon. L'intérêt qu'il a feint dès le début pour les fouilles et les débris des statues. Non, pas si hypocrite. Lorsqu'il a envie de bâiller devant le consul, il bâille. Il n'avance pas, ce consul. Pourquoi n'est-il pas ambassadeur maintenant? Que de bienfaits lui sont venus d'Adrienne. C'est grâce à ses leçons qu'il a pu passer la première partie du baccalauréat au Collège français d'Athènes. La seule chose qu'ils aient tenu cachée, c'est le baiser sur la joue lorsqu'il arrive et que le mari n'est pas là. Et quoi? Est-ce défendu d'embrasser sa mère? Tant de bienfaits, si discrètement. Elle lui a appris les bonnes manières, l'a guidée dans ses achats de livres. Elle choisit les étoffes, la coupe. Et c'est elle qui a envoyé les 20 feuilles à cette revue de Paris. Quand elle a lu cette description de femme nue, elle l'a scrutée, les yeux à moitié fermés, comme un professeur. Bien sûr, il n'a pas vu de femme nue, il a inventé. Les gens de Paris qui ont dit qu'il est plein de talent, qu'ils aillent se faire espacer, eux aussi. Il a écrit ces choses pour s'en débarrasser. Gouttes involontaires de son sang fastueux. Ce qu'il aime le mieux, c'est quand elle lui arrange ses cheveux. Elle dit qu'il a 10 000 serpents noirs sur sa tête, et tout petit. Et elle l'appelle Prince Soleil, ou Solal ensoleillé, ou le cavalier du matin. Voilà. Alors, vous voyez que c'est un texte, ce que je vais dire, c'est que c'est un texte qui est tout entier, vous l'avez vu tout de suite, qui est tout entier, qui a une apparence de désordre, qui est écrit au discours indirect libre, parce qu'il est censé traduire le désordre des pensées et des images qui viennent à Solal dans un ordre où les pensées se succèdent, c'est-à-dire un ordre incohérent en principe, et au fil des associations d'idées qui se font. Seulement, dans cet apparent désordre, Albert Cohen, de main de maître, a glissé des éléments d'information indispensables pour le lecteur, d'une part, et aussi des indications extrêmement importantes sur le personnage de Solal et à travers le filtre de Solal également
sur Adrienne. Alors, des indications comment dire, concrètes pour l'information du lecteur. Il y a déjà tout au début une information temporelle. Nous apprenons au début de ce chapitre 4 que 3 années se sont passées, et d'ailleurs, comme si ça ne suffisait pas de nous dire que 3 années se sont passées, nous savons que le personnage avait 13 ans auparavant. Albert Cohen nous précise, au cas où nous l'aurions oublié, le cavalier de 16 ans. D'accord? Donc, on a là un saut chronologique, un bond chronologique. Nous sommes 3 ans après et Solal, auparavant amoureux platonique d'Adrienne, va pouvoir, si j'ose dire, passer à l'acte, c'est exactement ce qui va se passer, et devenir un amoureux plus du tout platonique, mais effectif d'Adrienne. Donc, saut chronologique, mais nous apprenons aussi des indications sur l'action elle-même. Solal est en route, il est en route pour arriver à la maison d'Adrienne, et il est en route en montant, il gravit la montée des Jasmins. Nous apprenons aussi qu'il y a un élément perturbateur qui est arrivé dans les jours qui ont précédé ou dans les moments qui ont précédé, c'est qu'auparavant, alors que Solal pouvait, de façon assez tranquille, aller voir régulièrement Adrienne, avec l'accord de son père, dit-il, si soupçonneux, l'a laissé aller, évidemment sans enthousiasme. Mais voici que quelque chose est arrivé, et ce quelque chose qui a changé la donne, c'est l'intervention du mari d'Adrienne, le consul, qui a fait savoir à son père qu'il vaudrait mieux que Solal espace ses visites. Et ce espace, de façon très, très ironique, va être repris à intervalles réguliers dans la rêverie, dans la songerie de Solal, avec chaque fois des glissements de sens. Espacé va prendre le sens de, par exemple, lorsqu'il dit qu'ils aillent se faire espacer, qu'ils aillent se faire, comme on dit familièrement, qu'ils aillent se faire voir ailleurs, c'est une expression de mépris à l'égard des gens. Donc, la donne a changé. Et ce que nous allons apprendre aussi, donc nous avons appris nous avons eu des indications sur le moment, sur la durée, des indications sur l'action qui a changé maintenant, récemment. Et nous allons aussi apprendre au fil de ce passage, nous allons avoir des renseignements importants sur et les sentiments de Solal et le caractère également du personnage. Je vais être obligée d'aller relativement vite parce que le temps passe et que je voudrais, comme la dernière fois, vous céder la parole pour engager quand même une discussion. Mais ce qu'on voit de façon incontestable lorsqu'on lit ou qu'on relit ce texte, c'est qu'il y a dans l'énoncé des pensées qui viennent à Solal des choses tout à fait contradictoires, des contradictions qui apparaissent entre autres, entre cette revendication qu'il a d'un amour respectueux, d'un amour qui est l'amour d'un fils pour sa mère. Les mots apparaissent. Est-ce qu'on n'a pas le droit, dit-il, n'a-t-on pas le droit d'embrasser sa mère? Il le dit un peu différemment. Et quoi? Est-ce défendu d'embrasser sa mère? Et là, on a l'assimilation complète d'Adrienne avec sa mère. Assimilation qui est complétée par les protestations d'amour filial. Le mot filial est utilisé aussi par le respect dont il est question, par la protection qu'il ressent auprès d'elle, par le fait qu'il se sente bien auprès d'elle. Je reprends cette phrase, il se sent bien auprès d'elle et il ne désire rien d'autre. Donc un amour, l'amour d'un fils pour sa mère. Et cet amour d'un fils pour sa mère vient en contrepoint des relations et du portrait qu'il trace de sa propre mère, de sa vraie mère. Un portrait extrêmement dur et négatif. Je vous en lis deux passages qui apparaissent au début du roman, tout à fait au début du roman.
Voici comment il présente sa mère à la page 26 dans mon édition. Rachel Solal, une épaisse créature larvaire qui se mouvait avec difficulté et dont les yeux faux luisaient de peur ou de désir, regardait alternativement son mari et son fils. Je m'arrête ici pour signaler ce que vous avez tous entendu, cette opposition absolue, presque terme à terme, entre la mère, grosse, larvaire, qui bouge avec difficulté, dont les yeux sont faux, et le personnage d'Adrienne, qui est au contraire un personnage extrêmement lumineux. Elle est belle, elle est jeune, 26 ans, même si elle se sent âgée, et elle est l'exact contrepoint de la mère. Mais nous allons comprendre aussi un des ressorts que j'ai tenté déjà de mettre en relief dans les mots que j'ai dit tout à l'heure. La suite de cette description, la voici, ce sont 3 lignes supplémentaires. Parfois, sous la frange des immenses cils recourbés, parce que cela est très beau, sous la frange des immenses cils recourbés et qui paraissait fardé, son regard allait du père à la mère, tâchant de deviner leurs pensées et repoussant les images odieuses du père et de la mère dans la couche nocturne. Alors nous avons là le motif que j'ai évoqué tout à l'heure de ce refus ou de ce scandale qu'il éprouve lorsqu'il est question du corps. Peut-être que la raison pour laquelle sa mère lui apparaît si laide, si peu désirable, c'est qu'elle est précisément dans une relation maritale, conjugale avec son père. Alors que Adrienne, jusque-là, il la croit pure. C'est d'ailleurs très, très spectaculaire que dans ce même chapitre 4, dans la deuxième partie du chapitre 4, lorsqu'il apprend avec déception que sa première, donc juste après le passage que je vous ai lu, on va lui apprendre que Adrienne et son mari sont partis en vacances. Il est scandalisé. Il a des mots presque comiques d'immaturité. Il va dire comment ils sont partis en vacances, quelle sale femme, elle m'a escroqué, elle m'a trompé. Escroqué, c'est encore plus fort que tromper. Elle m'a trompé, comment? Eh bien, en me laissant croire qu'elle était cette vierge pure, cette jeune femme intouchée et intouchable que moi, j'aime. Elle ne l'est pas. Et donc, vous voyez très bien ce balancement, cette bascule entre l'image idéale de la femme que j'ai évoquée tout à l'heure et qui apparaît très très fort aussi dans Belle du Seigneur, et cette image dégradée de la femme dès lors qu'elle est confondue ou compromise avec son corps et avec celui de l'homme. Vous aurez remarqué aussi que dans la description, dans le portrait de Rachel Solal, les yeux sont faux et ils luisent de peur ou de désir. Et là, il y a très indirectement l'idée de l'inceste qui apparaît. L'idée de l'inceste qui est très présent aussi dans Solal, puisque c'est précisément avec celle qu'il définit comme sa mère, Adrienne, qu'il va accomplir l'acte sexuel dans ce même chapitre. J'en profite pour parler également de la relation qu'il a avec son père, qui apparaît aussi dans ce passage. Vous remarquerez que là aussi, il y a des contradictions. Par exemple, il va donner plusieurs dénominations à son père. La première qu'il donne, c'est le rabbin. Quelle tête ferait le rabbin? Quelle tête ferait le rabbin s'il épousait un jour cette hôte de Mossane que Adrienne lui propose comme futur fiancé? Quelle tête ferait le rabbin? Le rabbin, d'abord, ça traduit une distance entre le fils et le père. Il n'est pas le père, il est le rabbin. Le rabbin, c'est-à-dire le détenteur et le représentant de la loi juive avec laquelle il a des problèmes et qu'à la fois il transgresse continuellement dans sa recherche d'une partenaire
en dehors de la communauté, mais qu'il transgresse et qu'il recherche en même temps dans cette impossible identification à la communauté juive et au judaïsme. Donc, son père est le rabbin. Quelle tête ferait le rabbin? Il y a une commisération ironique dans cette mise à distance du père en tant que rabbin, qui n'est pas son père justement dans cette façon de parler de lui. Et un peu plus loin, voilà qu'il devient quand même son père, 2 lignes plus loin, son père, si soupçonneux, l'a laissé aller, évidemment sans enthousiasme. Vous voyez comment on avance et on recule en même temps dans ces formulations. Et en ce qui concerne le père, il a cette notation également dans le même passage que je vous ai lu tout à l'heure. Il nous dit que le père, c'est le moment où le père l'interroge sur son travail pour la bar mitzvah, sur la lecture qu'il devait préparer pour la bar mitzvah. Son père l'interroge et il lui dit « Le travail est moins mauvais que de coutume. » En réalité, nous dit le narrateur, en réalité, le père jugeait admirable l'étude talmudique de son fils. Il posa quelques questions de casuistique à Solal, tout en lançant des regards de réprobation autour de lui. Donc on voit dans ce passage-là que le père aime son fils, l'admire, mais n'arrive pas à lui exprimer son amour. Ce sera redit plus loin encore, lorsque, dans un autre passage, le narrateur notera l'impossibilité absolue pour le rabbin, pour Gamaliel, même de caresser, de toucher son fils. C'est une impossibilité absolue pour lui. Donc, voilà la relation très contradictoire avec son père. D'ailleurs, dans le même chapitre, il va avoir une attitude très peu respectueuse envers son père, puisqu'il s'est échappé de la maison, il va s'échapper de la maison contre l'avis de son père, et comme il n'a pas d'autre moyen à sa portée, il va tout simplement échapper aux mains de son père et enfermer son père dans la maison pour avoir le champ libre. Son père, d'ailleurs, à la fin du chapitre, le corrigera d'importance. Adrienne, donc dans l'évocation qu'il en fait, en ce qui concerne ses propres sentiments, donc on a constamment là aussi une chose qui est dite et son contraire qui est suggéré. Il est bien auprès d'elle, il ne désire rien d'autre, mais évidemment, il ne l'aime pas. Dans ce évidemment, on a justement, c'est trop évident pour que cette absence d'amour, elle est trop fortement marquée, on insiste trop dessus pour qu'elle soit effective. Et il insiste lui aussi, il est à moitié dupe seulement de ce qu'il fait dire, de ce qu'il se rappelle avoir entendu de la bouche d'Adrienne lorsqu'elle lui dit qu'il est son grand-fils et qu'elle se sent si âgée auprès de lui. On voit ici la femme plus âgée, initiatrice, qui minaude et qui dit qu'elle est âgée pour en réalité susciter, ce qui ne manque pas d'arriver, susciter la protestation. Mais non, elle n'est pas âgée, elle est tellement belle. L'attitude d'Adrienne, telle qu'il la transmet, elle est pleine d'ambiguïté. Elle est pleine d'ambiguïté. Elle et lui-même est complice de cette ambiguïté. Ils ne font rien de mal, dit-il, mais juste il y a ce baiser sur la joue qu'elle lui donne quand il arrive et quand le mari n'est pas là. Hein, ça donne tout de suite l'idée de la clandestinité et tout de suite il refait un pas en arrière et quoi? Est-ce défendu d'embrasser sa mère? Donc on a constamment cette bascule entre l'identité de la mère qu'il revendique et puis autre chose qui se joue de beaucoup plus ambigu et qui se manifestera bien sûr dans la suite du chapitre. Il y a aussi de la part d'Adrienne cette complaisance pour les pages qu'il a écrites les pages qu'il a écrites sur la description de cette femme nue.
elle l'a scruté, les yeux à moitié fermés, comme un professeur. Comme un professeur ou peut-être comme une femme extrêmement intéressée, qui peut-être s'est reconnue dans la description de cette femme nue. Et en même temps, même chose, toujours un pas en avant, un pas en arrière, il a fait cette description d'une femme nue qui a été jugée remarquable par le magazine auquel elle l'a envoyé, mais lui ne sait pas ce que c'est qu'une femme nue. Bien sûr qu'il a inventé. Il a inventé parce qu'il veut se débarrasser de toutes ces choses-là. Donc vous voyez que se dessine avec beaucoup de maîtrise dans l'écriture d'Albert Cohen ce portrait de Solal en demi-teinte, en contradiction, en contraste, où il apparaît en même temps comme un jeune homme innocent, disons, immature, et en même temps comme un Don Juan assez roué et assez expérimenté. D'ailleurs, il n'hésitera pas, lorsqu'il ira, toujours dans ce même chapitre, à la conquête effective d'Adrienne, il n'hésitera pas à lui proposer, à obtenir d'elle un rendez-vous à minuit, en pleurant qu'il ne peut pas vivre sans elle, et ce rendez-vous, sciemment, délibérément, il ne s'y rendra pas, afin de la faire attendre. C'est un calculateur et c'est un manipulateur. Il aura plus loin des mots extrêmement durs en disant, eh bien, elle va cuire dans son attente, avec des mots extrêmement triviaux. Bien, alors, je crois que il y a aussi, j'ajoute encore autre chose, ce qu'il aime le plus, c'est quand elle lui arrange les cheveux. Et comment dit-elle? Elle dit qu'il a 10 000 serpents noirs sur sa tête et tout petit. Le serpent, c'est bien sûr dans la littérature, aussi bien la française que la littérature antique, le serpent, c'est le symbole de tout ce qu'il y a de sensuel, le symbole de la sensualité. Donc dire qu'il a 10 000 serpents noirs et tout petits, on sent le personnage d'Adrienne, lui aussi, extrêmement ambigu, extrêmement basculant entre on va dire, une notabilité de bon aloi, hein, il faut tenir son rang dans la société, il ne faut pas faire scandale, et en même temps, des désirs sous-jacents, peu avoués, parce que juge-t-elle sans doute peu avouables, et qui la travaillent hein, alternativement et simultanément. Alors, je terminerai, je ferai 2 lignes, bon, j'aurais voulu le faire de façon plus longue, 2 mots du style. Alors, dans ce passage, on voit moins les propriétés du style que dans d'autres passages. C'est un peu dommage, mais il y a quand même... Alors, je m'explique. Comme c'est un passage en style indirect libre, Albert Cohen a sacrifié, pourrais-je dire, à la nécessité de rendre la fluidité des pensées qui viennent dans la tête du jeune homme. Mais l'écriture, le plus souvent, est chez Albert Cohen très baroque. Baroque dans le sens où de l'art baroque, c'est-à-dire quelque chose d'extrêmement ornementé, avec un choix de vocabulaire riche, des images, des métaphores extrêmement suggestives, et aussi une originalité dans la juxtaposition des mots. Il y en a quelques exemples ici que je vais au début du texte, donc avant que ce ne soit le défilé des pensées, vous aurez remarqué la première phrase que je trouve savoureuse. Les paupières de l'Éternel ont battu 3 fois et 3 ans ont passé. C'est une phrase assez particulière. Les paupières de l'Éternel, ça donne un climat déjà de judaïsme. Parce que l'Éternel, c'est le terme que dans les traductions depuis le 19e siècle, les traductions de la Bible, on rend le nom divin par l'Éternel. Et c'est vraiment quelque chose qui caractérise le climat juif. Mais les paupières de l'Éternel ont battu 3 fois. Il y a aussi un climat extrêmement poétique et même un climat mystique. Et il va donner la réponse. Et c'est très amusant parce que on dirait que parfois Albert Cohen a peur que le lecteur ne comprenne pas et il donne en même temps la métaphore et la signification. Les paupières de l'Éternel ont battu 3 fois et 3 ans ont passé. On aurait compris tout seul. Il y a aussi dans la description rapide ici de Solal, qui reprend des éléments qui ont été donnés auparavant déjà, regardez le verbe affiler. Le cavalier de 16 ans affile son nez.
Affiler, c'est rendre tranchant. On affile une arme ou un instrument pour le rendre plus aigu, plus coupant. Alors, son nez est traité dans cette phrase comme une arme qui l'affûte, qui l'aiguise. Et le nez, bien sûr, dans le climat, d'une part, des années 1930, mais aussi dans le climat dans lequel que Albert Cohen veut transmettre, c'est un climat d'antisémitisme dont il a beaucoup souffert. Le nez, c'est précisément l'organe juif qui définit dans la littérature antisémite, qui définit le juif et qui le définit de façon extrêmement négative. Voilà que le cavalier de 16 ans affile son nez. Il va en faire, peut-être traduisant, de son judaïsme, de sa judéité plutôt, il va en faire une arme. Et ce nez fait un promontoire solide, promontoire, on ne peut pas ne pas penser bien sûr à Edmond Rostand, la fameuse tirade du nez, dans laquelle apparaît d'ailleurs parmi d'autres le mot promontoire. Donc, une notation qui est une notation de combat, une notation aussi d'élan et d'énergie. Voilà. Alors, pour ce qui est d'autres notations de style baroque, comme je vous l'ai dit, il y en a relativement peu, moins que partout ailleurs dans ce texte-là, à cause de son caractère de pensée libre. Mais il y en a quand même, à la fin du passage, gouttes involontaires de son sang fastueux. Ça, c'est typique du style d'Albert Cohen. Et également, les notations, vous aurez remarqué, les notations qui terminent le passage, qui sont de nouveau solaires. Elle l'appelle Prince Soleil ou Solal ensoleillé, redondance, ou le cavalier du matin. Le cavalier du matin, c'est-à-dire celui qui s'élance vers la journée qui est pleine d'espoir. Donc, et ce sera vraiment mes derniers mots avant de vous céder la parole, ce Solal, nous en apercevons un petit bout dans ce passage, et ce que nous en apercevons est confirmé dans tout le reste du roman. C'est un personnage qui est coincé entre ces contradictions, à la fois juif et juif attaché à sa communauté, qui dans un endroit du roman va faire un plaidoyer assez extraordinaire pour les juifs, en revendiquant pour eux le droit d'être extrême dans le négatif comme extrême dans le positif. C'est un très beau passage. Donc juif et Don Juan épris de femme chrétienne, ambitieux et en même temps mélancolique, intrépide et en même temps craintif, il est habité par la peur, amoureux mais dégoûté de tout ce qui touche au corps, épris de vie et épouvanté par la mort, parce qu'on va s'apercevoir que son dégoût du corps est lié à sa peur de la mort. Lorsqu'il voit des corps dénudés, les corps des femmes qu'il a aimées ou qu'il aime, il voit déjà, et c'est une espèce de vision macabre, il voit dans le corps de la femme le squelette qu'elle deviendra. Le squelette, il y a des descriptions très très macabres, oui justement, et très réalistes de cette mort qui transparaît dans la vie même. Donc, un personnage pétri de contradictions, on en a vu quelques-unes, et un personnage extrêmement savoureux. Je n'ai absolument pas parlé de ceux qui l'entourent, les valeureux, qui ont donné leur nom à un autre des romans. Les valeureux, ce sont ces 4 oncles, des oncles lointains, disons, mais qui font partie lointainement de la famille Solal et qui sont des modèles extrêmement savoureux, tout à fait drôles pour la plupart, et qui forment autour de lui comme une espèce d'escorte. Chaque fois qu'il va se passer quelque chose d'important, il va être escorté de ses oncles Solal. Voilà, je vous écoute, enfin nous vous écoutons. Alors, je ne sais pas très bien. Vous pouvez libérer vos micros? Oui. Ah oui, c'est parfait.
C'est Judith qui parle. Écoutez, je vais écouter attentivement tout ce que vous avez dit, Janie, c'était très intéressant. Et au sujet du style baroque, c'est vrai, moi je pense à un passage de Belle du Seigneur, enfin il y a très très longtemps que je l'ai lu, Belle du Seigneur, où Ariane, je crois, se prépare au rendez-vous avec Solal. Et donc, il y a une espèce de monologue intérieur. Elle est dans sa baignoire, je crois. Donc, il y a un monologue intérieur où toutes ses pensées se télescopent sans aucune logique apparente, si ce n'est pour l'inconscient du personnage en question. Et ça, c'est quelque chose de très particulier. Ça m'a beaucoup surprise quand j'ai lu ça. J'avais une vingtaine d'années. Donc, ça m'a beaucoup surprise, ce style-là, sans ponctuation. Il y avait des pages entières sans ponctuation pour bien montrer le télescopage des pensées qui se succédaient un peu sans ordre, dans le désordre dont vous avez parlé, des idées. Et ça, c'est un langage, il a essayé de reproduire ainsi le langage tel qu'il apparaît dans la pensée. Ça, c'est pas possible. Ce langage dans la parole, il est quasiment impossible, et encore moins dans le langage écrit. Et parce que celui-ci doit être structuré, comme la parole, elle doit être structurée. Sinon, elle est incompréhensible à celui qui écoute. Et ça me fait penser à quelque chose. J'avais un prof à la Sorbonne qui s'appelle Monsieur Molinier, qui essayait à l'époque, dans les années 90, c'était la mode de vouloir calquer une grille de lecture sur tous les textes. Et alors il disait, oui, cette grille, elle peut être posée pour interpréter ou expliquer tous les textes de tous les auteurs, parler des auteurs français, je pense, sauf un, Cohen. Alors, c'est aussi surprenant parce que il est vraiment, au niveau de l'écriture, il est spécial, quoi. Il est absolument inclassable. Voilà, je voulais dire ça parce que ça me... Oui, oui, je suis assez d'accord. Et je pense que beaucoup de gens ont dit d'une façon ou d'une autre cette inclassabilité, cette particularité de l'écriture de Cohen. Tout à fait. Merci Judith. Quelqu'un d'autre? Si je peux reprendre un petit peu, c'est pour poser une question aux participants. Il y avait dans un manuel de grammaire que j'utilisais en classe, en classe de troisième, je crois, un extrait. Alors, de quel livre de Cohen? C'est ça ma question. Mais dans cet extrait-là, c'était l'oncle Saltiel qui avait écrit, une espèce d'annonce pour chercher une fiancée à son neveu, digne d'un juif. Donc, il avait posté cette annonce dans un petit journal juif local. Mais cette annonce-là, ce texte-là, c'était savoureux. Alors, même les filles, les petites de filles de troisième, elles avaient rigolé en lisant ça. Et je ne suis pas capable de retrouver dans quel livre, incapable de retrouver ce passage que j'aimerais relire parce que c'est vraiment. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Non? Parce que j'ai parcouru, j'ai en diagonale Les Valeureux, Solal, Manche-Clou. C'est peut-être Manche-Clou. C'est certainement pas dans le livre de ma mère ni dans Ô vous, frères humains. Donc je ne pense que c'est que dans Belle du Seigneur, mais je n'ai pas le courage de relire. Non, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Alors, il y a aussi une autre question que je voudrais poser aux participants. Je l'ai lu, j'avais une vingtaine d'années. J'avais trouvé ça merveilleux. Je voulais même faire un truc de mémoire, un mémoire de maîtrise là-dessus, mais c'était trop compliqué. Et puis, finalement, je l'ai relu 20 ans plus tard, 20 ans après, si j'ose dire. Et alors là, je n'ai pas pu continuer, même pas un quart du livre. Peut-être parce que je savais l'issue tragique qui allait arriver à la fin, ou alors parce que je n'avais plus, disons, l'idée de ce qu'on se fait du sentiment amoureux tel que je le voyais très idyllique à l'époque où j'avais 22, 23 ans. Alors, je ne sais pas si vous avez essayé de relire, c'est une question d'âge, je ne sais pas, peut-être qu'à 40, 50 ans, on ne peut pas apprécier ce livre autant qu'à 20 ans. C'est la question que je pose. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, je vous laisse répondre et après, je dirai quelque chose là-dessus. Qui est-ce qui veut répondre? Bon, alors moi, je vais dire quelque chose sur ça. Enfin, je vais donner un élément de réponse qui est la mienne à cette question.
Moi, contrairement à beaucoup d'autres personnes qui ont autour de moi été extrêmement séduites par l'œuvre d'Albert Cohen, moi, je n'avais pas tellement aimé. C'était, oui, je devais avoir, comme vous, Judith, une vingtaine d'années, 20, 25 ans, je ne sais pas. J'avais pas tellement aimé, ça m'énervait un peu. À cette époque-là, le style d'Albert Cohen m'agaçait. Et puis, je détestais cette personne. Je crois que c'est surtout la misogynie du personnage que je supportais pas. Et quand je vous ai parlé du livre de ma mère, en vous disant que je l'ai haï, ce livre, c'est vrai. Et je sentais bien que dans les romans aussi, il y avait quelque chose de cet ordre-là, une espèce de quelque chose qui est à la fois d'ordre incestueux et en même temps d'ordre mortel, mortifère. Je sentais ça. Maintenant que j'ai relu Solal, évidemment, puisque j'en ai parlé aujourd'hui, j'ai été moins négative. Moi, c'est un peu le contraire de vous. D'abord, je crois que j'ai plus apprécié la richesse et l'originalité du style. J'ai ri beaucoup plus que je ne le faisais à ce moment-là. Et puis peut-être aussi que cette misogynie, je l'ai aussi relativisée en me disant, bon, ben, il est un peu détraqué, Albert Cohen, quoi, voilà. Et donc, il ne faut pas trop le prendre au sérieux. Peut-être que c'est pour ça que moi, j'ai eu la trajectoire inverse de la vôtre. Mais ce serait bien si quelqu'un d'autre répondait aussi. Moi, c'était uniquement pour les Belles du Seigneur. J'ai relu Les Valeureux et Solal, et bon, ça s'est très bien passé, par contre, hein, et même récemment. D'autres choses? Je suis un peu comme vous, Janine. Je n'ai pas beaucoup aimé. Enfin, moi, je ne suis pas vraiment arrivée à rentrer dedans. Hein. Mis à part sa pièce de théâtre, Ézéchiel, que j'ai encore lu il y a pas très longtemps, et ses carnets. Je pense qu'il y a, je ne sais pas, il est différent dans ses carnets. Il est différent dans ses carnets par rapport à ses livres. Oui. Ben, par contre, j'ai beaucoup aimé sa biographie. Hein. Sa biographie? Oui, j'ai beaucoup aimé. C'est pas lui qui l'a écrit, mais c'est quelqu'un d'autre qui a écrit une biographie. Une biographie. Et j'ai trouvé sa vie passionnante. Voilà. Oui, c'est vrai que les ouvrages comme les carnets, le livre de ma mère, c'est très, très triste, très mortifère. Oh, frères humains aussi, c'est terrible. C'est terrible. C'est très angoissant, c'est très désespérant, c'est très. Moi, je me rappelle la fameuse apostrophe, la fameuse émission Apostrophe en 77. Oh, c'était extraordinaire. Moi, je l'écoute de temps en temps. C'est savoureux parce que Bernard Pivot est obligé d'aller chez lui, chez Albert Cohen. Alors, et il est en robe de chambre. C'est pas. C'est bon, enfin. Oui. C'était en 77, il était déjà très âgé. Je crois qu'il a plus de 80 ans déjà. 77, je ne pense pas me tromper, 77, et il est parti en 81, oui, effectivement. Il est né en 1895, donc il avait, oui, plus de 80 ans, c'est ça. C'est ça. Non, mais c'était passionnant. Oui. Mais je crois que c'est un personnage tout à fait hors pair, hein, vraiment. Oui, à tous les niveaux. À tous les niveaux, tout à fait. Voilà, écoutez, je crois qu'on va lever la séance si vous voulez bien. Merci d'avoir été présent et à la prochaine fois. Il se qualifiait un arbre de Judée dans la forêt française. Ah oui, j'ai lu ça. Et il a qualifié son livre, ça je l'avais noté, Solal. Il a dit de Solal que c'était, je cite, un pamphlet passionné contre la passion. Un pamphlet passionné contre la passion. Pas mal. Je vais peut-être quand même le relire. Hein. Oui, ce qui est drôle avec ces séances-là que j'ai inaugurées, c'est que moi aussi, j'ai envie vraiment de replonger, mais je ne peux pas parce que d'une semaine à l'autre, je change d'auteur, mais la semaine dernière pour Elie Wiesel, je me suis dit, il faut que je replonge dans ce monde d'Elie Wiesel et j'adore Elie Wiesel. Oui.
Et c'est quand la prochaine fois? Mercredi prochain, sauf contre ordre, on À va 16 heures, rester donc. à 16 heures, oui. Oui, Voilà. et nous abordons et nous rencontrons qui mercredi prochain? Et je n'ai pas encore décidé, Ah, mais d'accord. je vous Surprise. l'écrirai. Effectivement. Parce que moi, j'ai eu l'info un peu par hasard par un des groupes colmariens. Moi, j'habite à Mulhouse, mais ça vient d'où? Du consistoire du Bas-Rhin ou d'où? Oui, du consistoire du Bas-Rhin. Alors, j'ai pas fait attention parce que j'ai l'habitude de l'info, mais j'avais pas fait attention. Ben, écoutez, je la mettrai de façon plus claire après, la prochaine Oui, fois. parce que là, j'ai eu un peu par hasard hier et quand j'ai vu, j'ai dit, oula, je vais écouter. En tout cas, merci beaucoup. Hein. Merci à vous. Merci. C'est très stimulant pour moi aussi. Au revoir. Bonne semaine. Au revoir. Au revoir tout le monde. Au revoir. Au revoir. Comment est-ce qu'on quitte? Comment est-ce qu'on quitte ici? J'arrive pas. Voilà, finir la réunion. Voilà.